Bien, bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion de présentation des deux parcours de droit privé comparé et de droit des affaires comparé. Peut-être un petit mot pour nous présenter respectivement. Moi, je suis Éric Fongaro et je suis le responsable du parcours droit privé comparé. Je suis Barbara Froleto chez Brasso, responsable du parcours droit des affaires comparé. Alors, peut-être un mot pour vous expliquer la raison pour laquelle nous présentons simultanément nos deux parcours, c'est qu'en réalité, ces parcours sont relativement proches l'un de l'autre quant à leur organisation. Par ailleurs, nous avons l'habitude sur ces questions de droit comparé de travailler ensemble. Donc, nous faisons d'une pierre deux coups pour vous présenter ces deux parcours. Ils sont suffisamment proches pour pouvoir nous permettre ce type d'exercice. Alors, notre présentation va être divisée en deux temps. Un premier temps où nous allons parler pour vous présenter les deux masters de façon générale, pour vous présenter un petit peu plus en détail les maquettes, pour vous exposer les débouchés professionnels de ces formations. Et puis surtout, c'est sans doute ce que vous attendez le plus, pour vous expliquer quels sont nos critères de sélection. Après quoi, un temps vous sera dédié si vous avez des questions à nous poser. Vous pouvez les poser soit par le chat, mais aussi bien vous pouvez les poser en branchant vos micros, mais en utilisant la petite main avant pour prendre la parole. On va peut-être commencer par la présentation générale des deux masters. Euh, alors, sachez d'abord que ces deux masters, qui sont des masters de droit comparé, sont des masters qui sont destinés à faire de vous d'abord des spécialistes de droit privé et de droit des affaires, mais avec en plus la spécialité de droit comparé. Ce ne sont pas principalement des masters de droit comparé, ce sont respectivement des masters de droit privé et de droit des affaires, mais avec ce plus qu'est le droit comparé. Et à la réflexion, d'un point de vue purement scientifique, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. On ne peut pas faire de droit comparé si l'on n'a pas déjà au préalable la maîtrise du droit substantiel en C, qui nous sert de référence pour ensuite faire de la comparaison avec les pays étrangers. Donc c'est vraiment un plus que de suivre ces deux parcours avec euh, une précision, c'est que euh, même si on pratique, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Notre souhait au travers de ces deux parcours a été d'en faire des parcours dits de recherche. Euh, Nous avons un objectif affiché à l'Université de Bordeaux au sein de la faculté de droit, c'est de créer une sorte d'école de droit comparé. Et pour cela, notre objectif est d'avoir des chercheurs en droit comparé, des personnes qui rédigent des mémoires, ce que vous ferez dans le cadre de vos parcours de droit comparé, mais au-delà, des personnes qui n'hésitent pas à poursuivre sur des thèses, même si on est tout à fait conscient que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas votre objectif premier. Vous vous destinez à d'autres professions, le barreau, la magistrature, par exemple. Mais autant que faire se peut, nous souhaitons que nos étudiants aient quand même cette appétence, cette démarche, ce goût pour la recherche, à tout le moins en master 1, master 2, même si après vous ne continuez pas vers des thèses. Ce que vous pouvez d'ailleurs faire valoir, et même c'est un plus, hein, de le faire valoir dans votre dossier de candidature, lorsque vous allez donc déposer vos pièces sur mon master, évidemment, préciser voilà, dans votre lettre de motivation si vous avez une appétence pour la recherche à long terme, si vous avez un projet éventuellement pour poursuivre en thèse. Voilà. Ce sont des choses aussi prises en compte dans l'évaluation des candidatures. Alors, ce qui fait, nous semble-t-il, la force et le véritable plus de nos deux parcours, c'est leur déroulé. Euh, donc, ce sont des parcours qui, de façon classique, se déroulent sur 2 ans, Master 1, Master 2. C'est ce qu'on appelle des parcours tubulaires, ce qui signifie qu'une fois que vous intégrez le Master 1, si vous obtenez votre Master 1, vous avez un accès de droit au Master 2, il n'y a pas de nouvelle sélection. Mais surtout, ce qui fait la force et la particularité de nos deux parcours, c'est que ces deux parcours sont l'un et l'autre, tant en Master 1 qu'en Master 2, assortis de périodes de mobilité à l'étranger. On va vous expliquer cela plus en détail dans quelques instants, mais sachez que au stade du Master 1, le premier semestre se déroule en présentiel, bien sûr, à l'Université de Bordeaux, mais
tout le master, le semestre 2 se déroule à l'étranger. Et au stade du Master 2, on reconduit un petit peu le même mécanisme, même si on n'a pas une distinction semestre 1, semestre 2 aussi marquée. Mais vous êtes à Bordeaux une grande partie de l'année, mais vous allez quand même, au stade du Master 2, passer 2 mois ou 3 à l'étranger pour préparer un mémoire de recherche. Donc c'est vraiment la force de nos deux parcours que d'être assortis de périodes importantes de mobilité à l'étranger. Et quand on parle de l'étranger, c'est bien sûr au sein de l'Union européenne, mais également cela peut être dans des États tiers. L'Université de Bordeaux a tissé un grand réseau à l'international avec des conventions qui lient l'Université de Bordeaux avec beaucoup d'universités à l'étranger, ce qui est pour vous l'opportunité de partir, pardon, à l'étranger. La liste d'ailleurs des pays avec lesquels l'Université de Bordeaux a une convention et donc la liste des pays susceptibles voilà, de vous accueillir en mobilité est accessible sur le site de la faculté. Donc n'hésitez pas à aller le consulter et à déjà réfléchir en amont même de votre candidature à éventuellement vos vœux. Je pense on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la présentation, mais les vœux que vous allez exprimés en début d'année en Master 1 sont très importants, et notamment le choix de l'ordre de ces vœux pour ensuite voilà, vous donner le maximum de chances pour avoir la mobilité qui vous convient le plus ou voilà, qui vous fait le plus envie. Euh, Sachant que cette mobilité-là, c'est un atout très fort, comme le disait mon collègue, le professeur Fongaro, c'est un atout très fort de cette formation, mais ça peut être aussi piégeux et j'entends vraiment insister assez fortement là, pour la prochaine promotion sur ce point. Sachez que au premier semestre, vous allez avoir un tronc commun avec les autres formations de l'Université de Bordeaux qui est d'un niveau très élevé, qui est d'un niveau exigeant et pour lequel il faut être absolument à la hauteur puisque vous finalement jouez votre année aussi sur ce semestre. Je m'explique. Comme vous partez en mobilité au second semestre, vous n'aurez pas de notes en France au second semestre. Et donc, vos notes pour votre diplôme français, ce sont les notes du premier semestre. Donc, si vous ne réussissez pas votre premier semestre, vous ne réussissez pas votre année. Donc, il faut être très conscient de ça dès le début de l'année, s'investir pleinement dès les premières semaines qui peuvent être assez déstabilisantes parce que vous allez découvrir, c'est vrai, tout cet enjeu du droit comparé qui sera pour certains, la majorité d'entre vous, vraiment nouveau et très exigeant. Et en plus, vous aurez le tronc commun voilà, des enseignements généraux et de fond de droit français qu'il faudra également maîtriser. Donc c'est un semestre très exigeant, le semestre 1. Je ne dis pas que le second ne l'est pas, puisqu'il y a tout l'enjeu aussi de bien réussir sa mobilité. Mais il ne faut pas perdre de vue voilà, la nécessité d'être dès le début de l'année très investi et de réussir ce premier semestre pour réussir votre année. Voilà, ça, c'est très important. Bien, alors on reviendra ultérieurement sur la mobilité et les enjeux que cela pose également pour vous en termes de maîtrise de certaines langues étrangères. Mais on peut peut-être dès à présent vous présenter un petit peu plus dans le détail, alors pas les Master 2, mais les Master 1, en vous affichant et en les commentant assez rapidement. Vous pourrez les retrouver sur le site de la faculté de droit de l'Université de Bordeaux, les maquettes de nos deux Master 1. Vous voyez mon écran. Alors, normalement, on est en partage d'écran. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez? Si vous n'osez pas brancher vos micros, levez un Oui, c'est petit bon. pouce ou... Super, merci. Donc, vous avez sous les yeux la maquette donc, du parcours de droit privé comparé. Donc, Voilà, donc il s'agit de la maquette de la première année de master, donc celle qui vous intéressera si vous êtes pris. Donc, vous voyez déjà au travers de la présentation générale que l'année, de façon très classique, est divisée en 2 semestres.
Je vais surtout focaliser mon propos sur le premier semestre, puisque comme on vous l'indiquait précédemment, le deuxième semestre se déroule en mobilité dans une université étrangère. Alors pour le premier semestre, ben, comme vous le constatez, il y a des compétences fondamentales à acquérir au travers d'unités d'enseignement obligatoires, des compétences complémentaires avec également des unités d'enseignement obligatoires et puis des unités d'enseignement à choix, et puis ce qu'on appelle des compétences transverses. Alors pour les compétences fondamentales, comme on vous l'indiquait, ces masters sont destinés à vous apporter un plus en droit comparé, mais à partir d'une vraie base, en l'occurrence pour ce qui me concerne de droit privé, pour ce qui concerne Madame Freulto, de droit des affaires. C'est la raison pour laquelle, parmi les unités d'enseignement obligatoire des compétences fondamentales, vous avez de façon très classique le cours de droit civil qui est consacré au régime matrimonial. Et bien évidemment, il s'agit d'un master de droit privé comparé. Il y a tout un semestre consacré au droit privé comparé. Donc, régime matrimoniaux, c'est l'enseignement classique dans tous les masters 1 en France en droit civil, et puis le droit privé comparé, qui est la spécificité du parcours. Au regard des compétences, alors vous le voyez, il s'agit de matières importantes qui font l'objet de séances de travaux dirigés. Ce sont vraiment des matières fondamentales. Donc avec des cours, avec de gros volumes horaires de 35 heures. Au regard des compétences complémentaires, euh, parmi les unités d'enseignement obligatoire, le droit international privé général, qui, à certains égards, est intéressant pour ceux qui font du droit comparé, parce que ça montre quand même que vous avez une appétence pour tout ce qui touche à l'international, et donc le droit international privé fait partie de ces matières importantes. Et puis, également, le droit bancaire est envisagé. Ces matières ne sont pas assorties de séances de travaux dirigés, mais ça reste quand même des unités obligatoires. Et puis, vous avez une unité d'enseignement à choisir parmi trois autres: droit pénal spécial, droit européen des droits de l'homme, droit spécial des sociétés. Et là, c'est à votre convenance que vous aurez à choisir une matière. Des compétences transverses, où là, on met l'accent sur les langues. Vous allez choisir un cours de langue, donc, qui peut être l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Et puis, une unité d'enseignement optionnel. Donc là, on vous offre la possibilité de faire du sport, ce qui est toujours une bonne chose, et ce qui peut vous rapporter quelques points supplémentaires au moment de l'évaluation finale du semestre. Pour le semestre 2, ben, comme on vous l'a indiqué, le semestre 2, ben, vous voyez, on n'a rien mis, si ce n'est en rouge, mobilité. Donc, cette séance de mobilité, cette période de mobilité se fera dans une université étrangère. Vous allez suivre les cours dans cette université. Euh, Vous allez devoir établir un contrat pédagogique que nous viserons avant que vous partiez en mobilité pour que nous nous assurions que vous ayez bien choisi des enseignements en lien direct avec vos formations, donc le droit privé en général et le droit des affaires pour ce qui est de la formation dirigée par Barbara Foltro. Donc, on vérifie quand même vos contrats pédagogiques, qu'ils soient bien en corrélation avec les parcours que vous suivez. Mais après, tout le reste dépend de l'université étrangère. Donc, voilà pour cette présentation de la maquette du Master 1 droit privé comparé. Alors, pour ce qui est du droit des affaires comparées, c'est très, très proche. En vérité, euh, bon, l'accent est simplement mis sur le droit des affaires, comme son nom l'indique, mais vous avez dans les unités d'enseignement obligatoire la même structure avec un enseignement de droit privé comparé, donc le cours du professeur Fongaro qui reste le même pour les deux parcours, avec donc des TD assortis et un cours pour la spécialité droit des affaires, un cours de droit spécial et société, donc qui est le cours de droit général, on va dire, des M1 en droit des affaires, également assorti de travaux dirigés. Sur ce cours-là, j'attire particulièrement votre attention. Vous allez être, si je puis dire, un peu dans le pot commun, dans l'amphithéâtre, avec tous les étudiants mais des JCE et des formations les plus exigeantes de droit des affaires, et vous serez noté exactement comme eux. Et il n'y aura aucune différence faite entre vous, étudiants de droit des affaires comparées pour la note, et étudiants spécialisés, ultra spécialisés en droit des affaires, comme un étudiant du DJCE. Donc, c'est pour vous dire le niveau d'exigence et d'excellence attendu.
C'est vraiment une question très importante. Il faut vous y préparer dès avant le commencement de ce premier semestre pour ne pas tomber de haut voilà, à l'issue de ce premier semestre. Après, dans les compétences complémentaires, on retrouve là encore aussi l'accent fortement mis sur le droit des affaires, avec en UE obligatoire le droit fiscal des affaires et le droit bancaire, des cours chacun de 35 heures, mais sans travaux dirigés. Et puis, là encore, une unité d'enseignement obligatoire à choix. Donc, vous avez la possibilité de choisir soit entre le droit international privé général, qui est ouvert donc au parcours de droit privé comparé, ou du droit du commerce international, qui est un petit peu plus spécialisé, fléché droit des affaires. Donc, je recommanderais plus dans une perspective affairiste. Ensuite, vous avez là encore, dans les compétences transverses, évidemment, un cours de langue, au choix anglais, allemand ou espagnol, et le sport, qui est évidemment également très important. Au second semestre, c'est la même chose, donc une mobilité. Une mobilité, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez, comme vient de le dire aussi mon collègue, un contrat pédagogique à remplir en début d'année. En vérité, vous allez devoir en remplir trois, puisque vous allez émettre trois vœux. Et vous allez devoir classer ces vœux de votre préféré en vœu 1 à celui qui voilà, vous fait peut-être le moins envie des trois, vœu 3, mais il faut que vous soyez prêt à partir dans chacune des destinations que vous mettez en vœu. Ça, c'est très important parce que on va ensuite évaluer ces vœux dans le cadre d'une commission assez rapidement, c'est au cours du mois de septembre, oui, fin septembre, qu'on évalue ces vœux en commission. Et donc, il y a des destinations qui sont souvent très demandées, sur lesquelles il y a beaucoup de vœux. Et sur ces destinations-là, on va être obligé de faire des arbitrages. Et on va être obligé, au regard de critères très objectifs, hein, ça va être, on ne vous le cache pas, les notes des années passées, ça va être l'évaluation du dossier global. Donc, en fait, votre dossier vaut pour votre candidature maintenant, mais il vaudra aussi pour votre priorité dans l'acceptation de vos vœux à la rentrée. Et donc, en fonction de comment vous vous placez par rapport aux autres, vous serez ou non priorisé pour pouvoir avoir votre vœu 1. Si ce n'est pas le cas, votre vœu 2. Si ce n'est pas le cas, mais je vous rassure, c'est très, très rare, votre vœu 3. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être prêt à aller dans chacune des destinations que vous mettez dans chacun de ces vœux. Voilà, ça, c'est très important. Après, vous avez des destinations, vous avez un pays qui va avoir plusieurs universités. Voilà, donc vous allez faire trois vœux pour trois universités, par exemple, de ce pays-là. Vous êtes sûr d'aller dans ce pays-là, a priori, mais c'est simplement que vous allez choisir différentes universités. Bon, nous, on vous conseille plutôt de diversifier au maximum et surtout d'éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, si je puis dire, en ne visant que des destinations anglophones qui sont extrêmement demandées, voire même hispanophone, même si, bon, c'est peut-être un petit peu moins, oui, voilà, c'est un peu plus ouvert. Mais sachez qu'il y a un nombre de partenaires quand même extrêmement important qui vous permettent de faire des mobilités, y compris dans des pays francophones. Vous le pensez, les mobilités en Belgique sont très, très appréciées. On a la Suisse. Donc, il faut aussi y penser. Et puis voilà, vous avez nombre de destinations auxquelles on ne pense pas forcément a priori et pour lesquelles les étudiants reviennent ravis et qui ne sont pas des destinations anglophones ou hispanophones. Et voilà, les choses se passent très bien. Si vous avez des compétences en allemand, en italien, dans une autre langue, généralement, c'est une force parce que vous allez pouvoir avoir une destination qui est moins demandée et donc généralement obtenir votre premier vœu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. C'est bien si vous commencez déjà à y réfléchir, même si voilà, c'est quelque chose qui se joue encore une fois à la rentrée. Et pour chacun de ces vœux, donc je disais, vous avez un contrat pédagogique à remplir en allant voir sur le site de l'université où vous voulez aller ce qu'elle offre comme cours au second semestre et établir établir votre programme d'enseignement pour ce second semestre, ce programme devant correspondre au
champ, à la matière que vous avez choisie. Donc, le droit privé pour mon collègue, le droit des affaires pour ce qui me concerne, avec un prisme, généralement, évidemment, on accepte que vous preniez des cours de droit international, des cours voilà, qui se rapportent des fois de façon peut-être pas forcément immédiate, mais qui se rattachent quand même à la formation et sachant que rien n'est gravé dans le marbre en septembre, puisque souvent ce qui se passe en vérité, c'est qu'une fois que vous partez en mobilité, vous vous rendez compte que tel ou tel cours qui était sur le site de l'université d'accueil finalement n'est pas donné ou est donné en même temps qu'un autre cours que vous avez pris, donc c'est pas compatible et donc vous allez devoir modifier votre contrat pédagogique, ce qui est possible. Auquel cas, il faudra nous le resoumettre pour avis et on procédera à ces modifications-là. Donc, pas de panique, rien n'est gravé absolument dans le marbre à cet égard. Bon, voici, Oui, alors, un point s'agissant des mobilités, et notamment des formalités administratives. Euh, pour ceux d'entre vous qui sont de nationalité française ou qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, les mobilités au sein de l'Union européenne ne soulèvent aucune difficulté. Pour ceux qui sont français, ben, nous, Français, avons la chance, lorsqu'on veut voyager, de pouvoir entrer, séjourner dans des pays hors Union européenne assez facilement sans forcément avoir besoin de visa. Cela dépend des pays, mais en général, les Français sont privilégiés. En revanche, si certains d'entre vous ne sont pas ressortissants français ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, faites très attention, si vous envisagez déjà des mobilités, de vous assurer que vous pourrez facilement obtenir votre visa pour partir à l'étranger. Et si, par exemple, vous êtes déjà en France, ne vous dites pas que il vous sera facile de forcément faire vos mobilités dans d'autres États membres de l'Union européenne sans visa, puisque les règles relatives à l'entrée au séjour des étrangers au sein de l'Union européenne fixent quand même des délais. Là, pour un second semestre, vous passez plus de 90 jours à l'étranger. Or, lorsqu'on veut séjourner dans un autre État membre de l'Union européenne pendant plus de 90 jours, il faut obtenir un visa. Donc, faites attention à cela si vous avez déjà des idées de mobilité en tête. Euh, Par exemple, peut-être parfois délicat, alors que ça paraît facile a priori pour des étudiants qui sont ressortissants de pays d'Afrique de partir faire une mobilité ne serait-ce qu'en Belgique, puisque des contraintes sont imposées en termes de visa. Donc, assurez-vous au préalable que vous pourrez facilement obtenir vos visas ou à tout le moins entamer les démarches pour obtenir les visas suffisamment tôt pour ne pas avoir de mauvaises surprises au début du second semestre. donc ça, c'est pour le master 1. On peut Oui. peut-être dire un mot également de master 2. Alors, la structure est assez différente en master 2. Là, vous avez sous les yeux le master 2. Vous avez sous les yeux le master 2 droit des affaires comparées. Il me semble. Oui. Euh, donc, le point commun, on va dire, entre le M1 et le M2, c'est que là aussi, vous avez une part importante donnée à la mobilité au second semestre. Néanmoins, vous avez quand même un travail de fond sur le Master 2 qui s'étend sur l'ensemble de l'année, qui n'est pas véritablement sectionné en 2 semestres, c'est le travail de mémoire, puisqu'en Master 2, donc, vous avez un mémoire à rédiger. C'est la dimension recherche donc, de cette formation, l'une des dimensions recherche de cette formation. Donc, en début d'année, il faudra que vous choisissiez, avec l'aide de votre responsable de formation et éventuellement un enseignant référent, il faudra que vous choisissiez un sujet de mémoire hein, voilà, qui vous intéresse en droit comparé. C'est évidemment ce qui est très important. J'ai regardé, c'est bon. Vous aurez à le soutenir, ce mémoire, en fin d'année. Et ce mémoire est donc assorti quand même le crédit, c'est 140, c'est bizarre, il a été mis au niveau du rapport de stage. Mais, Mm.
Mais alors, il n'y a pas de rapport de stage en mobilité, c'est le mémoire de recherche. Et donc, il est crédité de 14 CTS, donc c'est une note très importante pour l'année. Le mémoire est vraiment au cœur de cette année de Master 2. Ensuite, pour ce qui est des enseignements, vous avez là encore des cours d'approfondissement des fondements du droit privé pour la dimension donc droit français et enseignement de fond. Donc droit des obligations, droit des biens, procédure civile approfondie. Vous n'avez plus de travaux dirigés en Master 2, donc ce sont vraiment des cours et avec un plus petit volume horaire. Et puis ensuite, vous avez des matières à choisir, enfin une matière, deux matières à choisir parmi donc droit des contrats internationaux, droit pénal des affaires, droit fiscal des affaires et procédure fiscale. Donc avec un profil un peu plus apériste, voilà, vous irez davantage certainement sur le droit pénal des affaires ou droit fiscal des affaires, voire procédure fiscale, mais c'est au choix. Et très important en Master 2, vous avez tous les séminaires, hein, toute l'unité d'enseignement du droit comparé, donc qui est composée de séminaires, des séminaires donc sur les droits et libertés fondamentaux comparés et procès, procédure, litige dans une perspective comparative, assortie de cours sur théorie et méthodologie de la comparaison. Ces séminaires sont particulièrement importants puisque vous allez en fait être réunis par petits groupes de deux ou trois et chacun de ces groupes devra réfléchir donc à un sujet et le présenter donc sous forme de classe inversée devant leurs camarades et donc développer une question de droit comparé dans le cadre de ces séminaires, sachant que l'ensemble des présentations qui auront eu lieu feront partie en fait du corps de révision commun pour tous les parcours de droit comparé. Et ce corps de révision-là fera l'objet d'une évaluation dans le cadre du grand oral pour les trois matières de droit comparé, donc théorie, méthodologie, la comparaison, droit et libertés fondamentaux, procès, procédure, litige. Ce grand oral a lieu en janvier dans l'année de Master 2, donc avant la mobilité du second semestre. Et donc là aussi, il est assez fortement crédité. Vous voyez, un crédit de 60 de CTS. Donc, c'est un très fort enjeu pour vous ce premier semestre. Donc, de bien réussir déjà votre présentation en séminaire et puis de bien réviser l'ensemble des séminaires présentés pour bien réussir votre grand oral en janvier. Vous avez là encore également un enseignement en langue, au choix anglais, allemand, espagnol. Et puis, de manière facultative, vous pouvez suivre le droit privé étranger, de l'informatique. Alors, la clinique du droit, d'ailleurs, je croyais qu'elle n'apparaissait plus dans mon maquette. Elle n'apparaît pas en tout cas dans le droit Elle privé n'apparaît comparé. pas dans le droit privé comparé. Donc, euh, et, en, et en formation continue, alors, je sais pas ce qu'il veut dire par euh, de la méthodologie. Pour ce qui est, alors en vérité, ça apparaît comme si c'était scindé en deux semestres sur la maquette, mais c'est pas aussi net en Master 2, puisque les enseignements généraux marqués ici au deuxième semestre auront plutôt lieu au premier, dans le sens avant le mois de janvier, pour favoriser votre mobilité au second semestre. Donc c'est le droit des affaires et le droit des personnes et de la famille pour ce master droit des affaires comparé, sachant qu'au second semestre, comme en M1, vous aurez une mobilité à faire qui est un peu différente parce que là, vous ne partirez pas sur un système très cadré comme en M1, soit avec Erasmus, soit avec une convention cadre spécifique à l'international. Mais c'est à vous, en fait, de trouver votre mobilité, soit avec un stage, soit avec un accord avec un centre de recherche dans une université partenaire. Et c'est à vous d'organiser cette mobilité et de faire signer une convention de stage par l'université pour voilà, l'encadrer. Et à l'issue de cette mobilité-là, vous revenez, vous passez les examens qui restent à passer et vous soutenez votre mémoire. Voilà. Alors, le, le, le schéma est sensiblement le même hein, pour le Master 2 droit privé comparé. Je ne vais pas finalement dérouler la maquette. Vous n'en êtes pas encore à ce stade-là.
dans un an peut-être, mais voilà, on retrouve sensiblement la même construction. Ce sur quoi je tiens à insister, à rebondir par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est sur l'articulation entre le Master 1 et le Master 2. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, les parcours sont tubulaires, mais surtout au niveau de la mobilité. L'idée est la suivante, c'est que lorsque vous serez en mobilité en Master 1, alors certes, vous suivez les cours du semestre 2 dans une université étrangère, mais il faut que dès ce stade de la mobilité du Master 1, vous commenciez à établir certains contacts dans l'université d'accueil au travers de certains professeurs, parce qu'ils vous intéressent davantage, parce que leur cours vous intéresse davantage, voire, et c'est encore mieux, au travers de certains centres de recherche, l'idée étant que, ayant noué ces premiers contacts au stade du Master 1, vous repartiez ensuite en Master 2 en mobilité dans la même université, en étant accueilli autant que faire se peut par un centre de recherche dans lequel vous aurez tissé des contacts en Master 1, pour que ce centre de recherche vous accueille, pour que vous puissiez travailler avec d'autres étudiants et surtout avec d'autres professeurs locaux que vous aurez rencontrés au stade du Master 1, pour que ceux-ci encadrent votre mémoire de recherche en même temps que vos responsables pédagogiques au sein de l'Université de Bordeaux. L'objectif final, c'est vraiment l'établissement d'un mémoire de recherche en droit comparé. Et donc, il faut que dès le stade du Master 1, lorsque vous serez en mobilité, vous tissiez certains contacts avec des enseignants locaux qui soient prêts à vous accueillir l'année suivante en Master 2 dans leur laboratoire de recherche pour que vous puissiez mener à terme votre mémoire de recherche en droit comparé. Donc, j'insiste bien sur l'articulation entre le Master 1 et le Master 2 au niveau de ces mobilités et des contacts à nouer dès le stade du Master 1. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez au stade du Master 1 déjà en tête le sujet de votre mémoire de recherche, mais que vous ayez déjà peut-être en tête la matière sur laquelle vous voulez travailler. Est-ce que vous voudrez plutôt travailler en droit de la famille, en droit des contrats, en droit des affaires, en droit des sociétés, etc. Il faut déjà que vous ayez certaines lignes directrices dès le stade du Master 1 pour tisser ces contacts sur place, pour pouvoir mieux revenir en étant bien accueilli dans un centre de recherche en Master 2 pour que vous puissiez notamment avoir accès facilement à toutes les bases de recherche, à toute la documentation juridique qui vous sera utile pour l'établissement de votre mémoire de recherche. Voilà ce que je souhaitais ajouter sur cette articulation Master 1, Master 2. Après, le point important en Master 2, droit privé comparé, c'est que vous retrouvez au premier semestre toutes les séances, tous les séminaires de méthodologie, de droit et libertés fondamentaux comparés, les séminaires relatifs au procès, procédures, litiges dans une perspective comparative, etc. Et j'ajoute que depuis cette année, nous avons institutionnalisé le fait en Master 2 qu'à l'issue de ces séminaires, les étudiants de Master 2 organise un colloque sur un thème général. Donc, ce sera l'occasion pour vous, alors que vous êtes seulement, entre guillemets, étudiant Master 2, de pouvoir participer à votre premier colloque, d'intervenir en public dans le cadre de ce colloque sur un thème de droit comparé qui a été défini préalable par vos différents enseignants. Et vous pourrez, en tant qu'étudiant de Master 1, donc si vous êtes sélectionné à la rentrée, assister à ce colloque, au colloque donc des étudiants en Master 2 et voir voilà, le résultat de leur travail, de leur recherche qu'ils présenteront à l'occasion donc de cette demi-journée de colloque, ce qui vous donnera voilà, un aperçu un peu plus clair. D'ailleurs, celui de cette année est déjà en ligne, donc vous pouvez aller le visionner et voir un petit peu l'exercice. Euh, donc, nous avons fait le tour, a priori, de la présentation des maquettes. Nous pouvons à présent vous faire part des critères de sélection pour les candidatures. Alors, j'arrête le partage. Euh, donc, les critères sont les mêmes pour nos deux parcours. Évidemment, avant tout, on évalue la qualité du dossier académique.
Donc, c'est-à-dire vos résultats de la première année jusqu'à la troisième année. Alors, on est bien conscient que pour la L3, vous n'avez pas vos résultats du second semestre au moment où on évalue vos dossiers sur la plateforme Mon Master. Donc, c'est vrai que le premier semestre de L3 est quand même assez important. Donc, vous mettez dans votre dossier voilà, les résultats de la L1, de la L2 et du premier semestre de L3. Mettez en avant, évidemment, aussi les bonnes notes, mettez-les en avant dans la lettre de motivation également. Mettez en avant un peu tout ce qui vous distingue, tout ce qui fait la spécificité de votre parcours, dans votre CV, dans la lettre de motivation. Il faut absolument, voilà, à ce niveau-là, que ce soit mis en valeur pour que votre dossier attire l'attention. Sachant que nous avons intégré des onglets spécifiques sur la plateforme Mon Master pour que vous puissiez notamment nous dire si vous avez déjà effectué une mobilité à l'étranger, si vous en avez déjà effectué une, où est-ce que vous avez effectué cette mobilité, pendant combien de temps, etc. Et là, n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion pour vous de montrer votre appétence aussi pour l'international, pour éventuellement également la comparaison si vous avez eu l'occasion d'en faire à l'occasion de cette mobilité. Il faut vraiment mettre ce goût-là, cette appétence-là en avant, puisqu'on recherche des chercheurs voilà, un peu baroudeurs, si je puis dire, et qui, voilà, qui acceptent la mobilité et ou pour lesquels il y a cette cohérence d'ensemble, on va dire, du parcours. Si jamais il y a eu un accident en cours de vie universitaire, ça arrive bien évidemment. Il ne faut pas forcément chercher à le cacher, au contraire, généralement ce qui est apprécié, c'est de dire, voilà, de montrer qu'on est conscient d'une certaine éventuelle voilà, faiblesse ou d'un accident sur telle ou telle matière à tel ou tel moment, ou s'il y a eu un redoublement, il faut aussi pas chercher à le cacher, ça se voit de toute façon tous vos relevés. Mais de l'expliquer éventuellement, voilà, on est des êtres humains, on va comprendre, hein, vous avez un parcours qui vous est propre, donc n'hésitez pas voilà, à l'expliquer, à le justifier au maximum et puis à montrer votre détermination, c'est vraiment ce qui est important. Ce qu'on évalue aussi, c'est le niveau de langue, puisque la plupart des candidats à ces masters-là ensuite cherchent une mobilité dans des pays, comme on disait, anglophones ou hispanophones, auquel cas faudra pouvoir justifier. Alors, on ne demande pas de certificat forcément au stade de la candidature sur mon master. Par contre, il faudra absolument avoir un certificat agréé, enfin, reconnu par l'université mais ça, la responsable des relations internationales vous expliquera tout à la rentrée si vous êtes sélectionné. Il faudra absolument pouvoir faire état, pouvoir produire un certificat d'un niveau de langue B2 minimum pour la langue du pays d'accueil. Voilà, ça c'est indispensable, c'est ce qu'exige d'un commun accord les universités pour accepter cette mobilité, être sûr que vous ne serez pas complètement perdu et que vous pourrez suivre correctement les enseignements. Euh, Également, mettez bien en avant votre projet professionnel dans votre lettre de motivation. Là encore, la cohérence d'ensemble. Pourquoi vous faites un parcours de droit comparé? Cela doit avoir un sens par rapport à votre projet professionnel. Voilà, vous voulez peut-être certainement être avocat à l'international. Bon, c'est de plus en plus recherché hein, maintenant par les entreprises aussi d'avoir des connaissances sur d'autres systèmes juridiques. Donc ça, évidemment, mettez-le en avant. Comme on le disait tout à l'heure, évidemment aussi, la spécificité ou la recherche principale à travers ce parcours-là, c'est quand même de poursuivre justement dans la recherche. Donc, si vous avez un projet de thèse ou quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez également aussi le mettre en avant. Donc, il faut montrer voilà, la cohérence, on va dire, de cette candidature par rapport à votre projet futur. Bien le mettre en avant. Faites très attention à qui vous adressez la lettre de motivation. Parce que ça, voilà, on le remarque chaque année dans les candidatures. Souvent, voilà, il y a des erreurs dont le candidat, l'étudiant ne sait même pas à qui il s'adresse véritablement. Donc, vérifiez bien, adressez-vous à la bonne personne. Et déjà, voilà, vous gagnez des points, on va dire, dans l'appréciation de votre dossier. Euh, donc, pour ce qui est des pièces qu'on demande sur mon master, donc je disais une lettre de motivation, l'ensemble des relevés qui justifient de vos résultats sur les années passées et bien évidemment un CV. Alors, on n'exige pas un CV en anglais,
Ouais. Donc, CV en français, c'est très bien. Après, si vous voulez le mettre dans les deux langues, pourquoi pas. En tout cas, il doit être lisible, clair, voilà, bien construit. Maintenant, généralement, vous les faites tous sur Canva avec des jolies couleurs, avec des choses. Mais faites attention, parce que j'ai remarqué sur les dernières années quand même, c'est qu'on a tendance à privilégier le joli sur le fond, la forme sur le fond. Et donc d'avoir des CV vraiment voilà, très colorés, très beaux, comme ça. Mais en fait, il nous manque des informations fondamentales. Voilà, le niveau de langue n'apparaît pas dessus, ou finalement, dans quelle université vous avez été. Enfin, des choses vraiment basiques qu'il faut absolument faire apparaître sur votre CV. Donc, faites attention à cela. C'est très bien s'il est beau, votre CV, c'est très bien, mais il faut qu'il contienne les informations fondamentales pour qu'on sache bien qui vous êtes et ce que vous avez fait, quel a été votre parcours. Voilà, peut-être ça va, mon collègue. Oui, donc dans le même esprit, la lettre de motivation ne doit pas être une lettre de motivation standardisée. Euh, voilà, donc, éviter de faire vos lettres de motivation, notamment en ayant recours à l'intelligence artificielle. Il faut qu'elle soit personnalisée, qu'elle montre quel est vraiment votre projet, votre souhait d'intégrer nos formations. Euh, Sachez que ces formations sont quand même très sélectives, puisque nous disposons pour chacune de nos deux formations, tant pour le droit des affaires comparé que pour le droit privé comparé, une capacité d'accueil de 10 étudiants. Alors, cela peut vous paraître très peu, c'est quand même l'occasion, enfin, si c'est limité à aussi peu d'étudiants, c'est que ça nous permet de garantir vos départs en mobilité. Les capacités d'accueil seraient plus ouvertes, on ne pourrait pas garantir à tous les étudiants de pouvoir partir en mobilité. Là, en limitant à 10 étudiants par formation, voilà, on est sûr de pouvoir vous caler dans une université étrangère. Mais bah, en amont, ça veut dire qu'on a quand même une vraie sélection. Ce sont des parcours qui sont sélectifs. La sélection n'est pas un gros mot. Nous y sommes attachés. Nous avons la culture de l'excellence, la culture du mérite. Et donc, vos dossiers académiques sont déterminants pour vous sélectionner au regard de nos capacités d'accueil qui restent limitées. La sélection ne se fait que sur dossier. Euh, il y a quelques années, nous sélectionnions dans un premier temps sur dossier et ensuite nous procédions à un entretien. Il est apparu que cette procédure de l'entretien était aujourd'hui devenue inutile. Donc, vous n'êtes sélectionné qu'à partir de votre dossier académique, CV, lettre de motivation, mais sans entretien. Voilà pour les modalités de sélection. Peut-être un dernier mot avant de laisser la place à vos questions éventuelles. Sur les débouchés de nos formations. On l'a dit, donc la débouchée principale, c'est la recherche. Mais bien évidemment, vous avez accès à tous les examens, tous les concours, donc qui sont accessibles à un niveau M1. Qui peut le plus, peut le moins. On vous conseille bien évidemment d'aller jusqu'au M2 et de valider le parcours dans son intégralité. Et à l'issue cette deuxième année donc de master, vous pouvez bien évidemment tenter l'examen d'entrée au CFPA, à l'ENM. Voilà, vous avez des compétences qui vous placent évidemment voilà, avec les mêmes ressources, les mêmes capacités, peut-être même meilleures que celles voilà, de vos camarades qui auront fait des parcours peut-être un peu plus classiques, entre guillemets. Est-ce que vous avez des questions? J'avais une question concernant les destinations possibles. En effectuant mes recherches, je suis tombée sur une page affichant le message suivant. This publisher report URL is stable now. Please ensure. Je voulais donc savoir s'il existe un autre moyen d'accéder à cette liste. Alors, vous n'êtes peut-être pas allé sur le bon lien. Euh, je... Il me semble qu'il est accessible depuis le site international. Voilà. Ah oui, non. Effectivement, depuis le site de la faculté, c'est pas à jour. Pour l'instant.
Donc, le site que vous avez consulté est sans doute le bon. Comment ça Pour se fait ça? l'instant, il ne fonctionne pas, mais il devrait fonctionner sous peu. On a eu des petits problèmes informatiques là, ces derniers jours, mais ce n'est que très temporaire. Sachez qu'au niveau quand même des mobilités, le choix qui vous est offert est considérable. Ça va sur tous les continents. On a des étudiants qui sont aujourd'hui en mobilité en Argentine, d'autres en Afrique du Sud. Euh, Ça va sur tous les continents, dans de très nombreux pays. Bon, on peut avoir des petits soucis actuellement sur certaines destinations euh, du fait du contexte géopolitique, mais cela laisse quand même beaucoup de possibilités pour aller s'inscrire à l'étranger. À ce sujet, on n'a pas pensé à vous le dire, sachez quand même que les droits d'inscription, les frais de transport et le logement à l'étranger ne sont pas pris en charge par l'Université de Bordeaux. Euh, Ce sera à vous de vous trouver un logement sur place et de vous occuper de vos visas et de vos déplacements pour vous rendre dans la destination de votre choix. Alors, j'ai retrouvé le chemin, je vous le partage, pour pouvoir trouver la liste des destinations. Donc, il faut que vous alliez, vous êtes à l'accueil donc du site de la faculté de droit. Vous avez, donc ça, c'est la page d'accueil du site de la faculté de droit. Vous descendez, vous avez international en carré. Vous cliquez sur en savoir plus sur le programme international. Vous avez étudié à Bordeaux, étudié à l'étranger, FAQ international. Vous cliquez sur étudier à l'étranger. Et là, vous avez les programmes d'échange, la liste des destinations. Et vous pouvez la télécharger en format PDF. Donc là, vous avez le centre, voilà. Vous avez l'ensemble des conventions internationales qui permettent d'étudier donc, dans les universités partenaires de l'Université de Bordeaux. Le programme Erasmus, donc qui vous indique voilà, l'ensemble des destinations dans le cadre d'Erasmus, puisque c'est même au-delà de l'Union européenne. Vous pouvez aller par exemple en Turquie, vous pouvez aller en Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais ces pays sont dans le cadre de l'accord Erasmus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter le site par cette voie-là. Le fait d'avoir effectué une mobilité à l'étranger et donc de ne pas avoir suivi un parcours en particulier de la troisième année n'est pas rédhibitoire. Ah non, pas du tout. Nous, on est plutôt sensible. Alors, moi, personnellement, je laisserai mon collègue parler euh, pour ce qui est de son parcours. Mais moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à le favoriser parce que voilà, vous montrez que vous avez déjà une appétence pour l'international, vous avez une appétence pour la mobilité, vous avez déjà une expérience. Généralement, c'est facteur aussi d'une plus grande maturité. Donc, c'est vrai qu'il nous faut le fond pour la comparaison, donc vous aurez des éléments à rattraper certainement aussi sur le fond. Je pense voilà en droit civil, c'est vrai que le droit des contrats spéciaux, le droit des sûretés, c'est très important. Donc voilà, il faut pouvoir rattraper. Et pour le droit des affaires, n'en parlons pas. C'est en troisième année qu'on fait le droit commercial général et le droit des sociétés. Donc, il faut avoir conscience qu'il y aura des éléments de fond à rattraper pour bien maîtriser les enseignements de fond du Master 1. Mais sinon, ça n'a absolument rien de rédhibitoire. Et moi, j'aurais plutôt tendance à l'encourager, au contraire. Voilà. Pour ce qui est de mon parcours, je serai très bref. Même motif, même dispositif. Donc, je, je suis exactement dans la même ligne que ma collègue. Le fait que vous ayez déjà fait une mobilité à l'étranger montre votre appétence à l'international qui est en plus pour nos formations. Est-il possible d'effectuer un LLM après le master? Oui. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez après avoir fait le master. Ça peut être un plus. Voilà. Après, bon. Nous, on n'a pas forcément tendance non plus à encourager la multiplication des diplômes parce que vous avez le sentiment, des fois, que vous serez plus fort sur le marché de l'emploi si vous les multipliez. Pas forcément vrai. Maintenant, si vous avez le sentiment qu'il y a un manque, qu'il y a une insuffisance au niveau de votre mobilité, vous pouvez compléter par un LLM. Mais typiquement, nos formations permettent justement une mobilité que permettrait aussi un LLM. Donc, faire les deux, c'est pas impossible, mais est-ce que c'est utile? Il y a un moment, il faut aussi savoir entrer dans la vie C'est active. ça, c'est ça.
souvent, c'est aussi une marque un peu de peur. On fait reculer cette, cette échéance et on multiplie les diplômes et je vous dis, c'est pas forcément utile. Pour le parcours droit des affaires comparé, lors des résultats, j'ai constaté que j'avais obtenu une mauvaise note même en ligne majeure. Mais donc, vous êtes en L3, vous voulez dire. Malheureusement, malgré une différence marquée avec la moyenne de TD pour ces notes, je souhaiterais savoir s'il existe tout de même une possibilité d'être accepté malgré cette baisse. Par ailleurs, j'avais obtenu un bon classement l'année dernière, j'ai également un peu de chance. Bref, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça arrive des accidents, ça arrive voilà, d'avoir dans son parcours une note qui ne reflète pas l'investissement forcément effectué. On peut avoir eu voilà, une difficulté particulière sur une matière ou sur un examen. Si vous avez de quoi le justifier, c'est bien. Encore une fois, on ne cherche pas à le masquer, à le cacher, on ne cache pas la misère. Mais voilà, on le justifie, mettez en avant vos atouts, mettez en avant, voilà, comme vous dites, votre bon classement l'année dernière. Les stages que vous avez faits, ça c'est vrai, c'est même si nous on n'est pas professionnalisant, donc les stages, ça va peut-être être moins une chose de nature à nous séduire qu'une mobilité à l'étranger. Mais c'est toujours bon. Ça montre votre investissement, ça montre que voilà, vous êtes allé dans le milieu du travail déjà, que vous investissez dans ce domaine. Donc, c'est toujours un plus aussi quand même. Je sais pas si mon collègue, Non, voilà, après, je comprends votre inquiétude. La réponse à votre question dépend aussi des autres dossiers, puisque, comme on vous l'a indiqué, nos parcours sont très sélectifs.